quand il y a un papa à la maison, tu te dis, si je fais ça et que je rentre, ça va chauffer pour moi. Oui. Donc moi, j'avais pas de frein. Oui. Ça avait toutes sortes de bêtises que je pouvais faire, je le faisais. Hello à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le grand retour de 15 ans après. Après un an de pause, nous sommes de retour. Et pour un bon comeback, bien sûr, il faut des invités spéciaux, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Aujourd'hui, j'ai Alex Seri et Wichel Morissin. Et je vous assure que vous allez être très bénis parce que leur témoignage est grandiose. Vous allez voir la main de Dieu dans leur vie avec ce qu'ils vont nous raconter aujourd'hui. Bienvenue sur le plateau de 15 ans après, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc je vous laisse vous présenter en 2-3 mots. Ok, ben honneur à toi. Merci. Bon, en tout cas, moi, c'est Alex Seri. Donc, je suis invité par Liliane Lilongo. Donc, merci en tout cas. Merci pour l'invitation. Et Donc quel honneur d'être invité aujourd'hui pour les 15 ans après, pour le retour des 15 ans après. Oui. C'est très spécial aujourd'hui parce que là, on va ouvrir nos cœurs. On a eu un petit brief avec Sarah. Donc, on a hâte de répondre à toutes les questions de Sarah et à nous dévoiler. Voilà. Bon, on va commencer très fort. On va commencer dès le début. Donc est-ce que vous pouvez nous lancer les photos, s'il vous plaît? Déjà. Je crois que c'était au Festival des Jeunes, ça. Exactement. C'était au Festival des Jeunes. Je me souviens plus de l'année. Ah oui, vous êtes sérieux? Mais t'avais quel âge, là? Alors là, je crois que j'avais 19 ans, je crois. Ouais. Je crois que j'avais 19 ans, c'était un festival de jeunes exactement. Comme vous pouvez voir, avec la casquette rouge, j'étais en service à la sécurité, mais on n'oublie jamais le flow. Je crois qu'on en a une deuxième. Oh là là. elle est où la barbe? Remettez la barbe. Non, mais ça, je peux expliquer. Parce que je me rappelle que c'était une année où tu voulais absolument avoir la crête. Exactement. T'as dit, je garde la crête toute l'année et je vais la couper le 1er janvier Exactement. de l'année suivante. Tiens. Et je crois que c'est en janvier 2024, le 1er janvier 2024, il a coupé et il a commencé à laisser pousser sa barbe. Oh là là. Mais il nous avait dit toute l'année, on n'arrêtait pas de lui dire, mais franchement, ça tirait trop bien. Il était là, non. Et il a gardé la crête toute l'année. On dirait un danseur de coupé décalé. Non, on dirait ça, oui. Ça, c'était vraiment à l'époque c'est vrai, à l'époque des crêtes. Et c'est vrai que j'avais laissé cette crête longtemps. Ouais. Et je m'étais donné un défi de laisser pousser jusqu'à ce que... Et au final, en fait, j'ai coupé parce que mon grand frère m'a menacé. Il m'a dit de couper, donc... Merci, Nelson. Merci. Ah ouais. Et là, c'était à l'époque du JDJ. C'est ça. C'est à l'époque du JDJ que maintenant on appelle Alliance. Ça, c'est Exact, Alliance. c'est ça. C'est ça. Et je crois qu'on a d'autres photos. Ah. Non. Tiens. C'est mais... C'est à Saint-Denis, ça. Ouais. Côté Libération. Ah oui, c'est vrai, je reconnais le pont. Exact. C'était la deuxième sortie, ça, à côté de la librairie. Tiens. Eh, mais ça date, hein. Avec quel âge, Lauria aussi, qui est déjà Là, venue là. sur notre plateau. Et je sais même plus, mais je parais tellement jeune. Mais t'avais quel âge? Je pense que t'es 18 ans. On dirait que t'as un costume, en plus. Oui, toujours. Quand je suis arrivé, Des costume grands costumes. grand costume de papa. On n'a pas une deuxième photo? Po. Oh, Monsieur ça, Alex. c'était après un MD, ça. Ouais. On avait fini le MD, donc du coup, photo souvenir. Tiens. Avec Pierre Richard aussi, qui est Oui, il y déjà avait venu. Pierre qui était là, il y a Samantha, Mackenson. Là, c'était Anderson en vert. Et je m'en souviens comme si c'était Wow. croisé. Oh, non, mais c'est incroyable, hein. Mais vous sortez d'où ces photos-là? Chemise jean. Waouh. Toujours. GF. Donc, qu'est-ce que ça vous évoque, ces photos? Wow, un retour en arrière. Comme quoi, quelquefois, on ne voit pas passer le temps.
Et quand on voit ce genre de photos, ça fait un flash en arrière et c'est émouvant quand même. Je dirais que c'est émouvant. Ouais, je vois que t'es un peu... On sort de quelque part. Et toi, Alex? Non, moi, c'est fort parce que là, quand je vois ça, après, il y a des gens que je vois plus trop, mais ça c'est une projection en arrière. Tu te dis, waouh, c'est incroyable. Incroyable d'avoir vécu ça et d'être là encore jusqu'à aujourd'hui. Parce que voilà, on est présent, on est là, on est encore là, de jour en jour, et Dieu nous fait grâce, quoi. Mais et moi, je ne montre pas trop beaucoup mes émotions, mais là, ça m'a mis une petite dose d'émotion, là. Waouh, je me suis dit, Ouais, je vous vois émus tous les deux, très émus. Et justement, en fait, cette période aussi, parce que là, ça faisait quelques années que vous étiez à l'église. Et j'aimerais qu'on parle un petit peu de vous avant cette période-là, avant que vous arriviez à l'église. Parce que vous étiez un peu plus jeune, là, t'avais 19 ans, Michel. Toi, t'avais quel âge sur la photo, j'avais 18 ans. T'avais 18 ans. La deuxième photo, peut-être un peu plus, peut-être de 19, 20 ans. Ouais. Et je voudrais qu'on parle plus de votre période d'adolescence. Que vous me parliez de vous, ado. Avant d'arriver à l'église. Waouh. Tu veux commencer, Michel? Honneur à moi. Non, mais enfin, moi, dans ma jeunesse, donc avant ces photos-là, c'était vraiment... En fait, quand on est ado, on se cherche. On cherche vraiment à avoir ses repères, on cherche vraiment à voir à qui on va ressembler. Généralement, c'est au papa. Mais voilà, tout le monde n'a pas son papa qui était présent ou autre. Moi, j'avais un père qui était artiste, et artiste africain, il bougeait beaucoup. Donc, j'étais un peu livré à moi-même à Sevran. Donc moi, j'ai grandi à Sevran, 93 270 ou 93 270. Donc, je suis arrivé là et c'était voilà. C'était en même temps une de mes meilleures enfances, enfin, entre guillemets, où j'ai appris à dépendre de moi-même, tout seul. Donc, quand tu es livré à toi-même dans le quartier, généralement, ce qui se passe, c'est que tu vas regarder à gauche, il y a Mamadou, tu vas regarder à droite, il y a Mohamed, et il y a toi, entre ces deux-là. Donc, j'ai fait des choses est-ce que je suis fier de moi? Non, du tout. Mais j'ai dû apprendre à avoir de l'argent. Et dans le quartier, c'était vendre de la drogue. Donc, je sais pas si je peux dire les noms de ce que je vendais ou pas, mais c'est pas très élogieux. Mais voilà, toutes sortes de drogues j'ai vendues. Donc, j'avais beaucoup d'argent. Pour quelqu'un de 17 ans, 16 ans, je connaissais pas la valeur de l'argent. Donc, du coup, j'achetais dans la SAP. C'était très important. La SAP, les teintures jaunes, crème de café, pour ceux qui connaissent. Et voilà, donc automatiquement, j'étais aussi dans la violence. Donc, il fallait avoir une réputation pour que les gens te craignent dans le quartier. Donc, beaucoup de bagarres contre les gens de Baudot. Donc, Sevran-Rougemont contre les gens de Baudot. Sevran-Rougemont contre les gens de la Courneuve. Sevran-Rougemont, en fait, quand tu vois la ligne B, on est sous bois, Bourget, tout ce monde-là, on était un peu recherché par tout le monde. Donc, je dis on parce que pour moi, c'était ma famille. Donc, c'était ceux qui étaient là pour moi. Donc, c'était ma famille. Donc, c'était dur. C'était dur. Et donc, beaucoup de violence. Beaucoup de violence. Et, parce qu'en gros, j'étais vraiment en colère, en fait. J'en voulais à mon père. Donc, comme il n'était pas là, donc livré à moi-même pour attirer de l'attention. Donc, je faisais le maximum de bêtises. Et ça m'a pas... C'est d'en parler comme ça, je suis pas quelqu'un genre voilà, mes proches le savent, mais on en parlait comme ça avec voilà, Uchel il le sait, bon là on est ensemble, mais c'est un invité, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a, c'était une époque qui était vraiment très dure, très dure. Je sais pas si je dois continuer ou pas, mais on va entendre un petit peu Michel. Alors l'adolescence, c'est voilà, comme Alex disait, on se connaît. Notre témoignage se ressemble beaucoup. Et en fait, moi, j'ai été éduqué par ma mère. J'étais éduqué par ma mère. Donc, mes parents, ils sont divorcés. Donc, j'ai été élevé par ma mère et, quelque chose que j'aime beaucoup dire, aussi par mon grand frère.
Oui. Mon grand frère a pris le rôle du père à la maison, chose qui lui est tombée dessus. Donc j'ai été élevé par mon grand frère et ma mère. Et du coup, mon adolescence, ça a été une période où je me recherchais beaucoup. Parce qu'on n'a pas forcément d'identité. On veut ressembler aux gens qui sont là. Et les personnes qui sont là ne sont pas forcément les personnes à qui on voudrait vraiment ressembler. Mais comme ils sont là, ben voilà, on leur ressemble. Et du coup, pendant cette période d'adolescence, c'était une période où ça a été très compliqué pour moi parce que j'étais entouré, mais j'étais seul. J'étais entouré, mais j'étais seul. Et c'est une période où on veut prouver beaucoup de choses aux gens. Et on fait des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire, comme Alexis disait, voilà, pour prouver aux autres. Donc, bon, voilà, je vais... Il y a des choses qu'on n'a pas forcément envie de dire. Le regard de Sarah dit parle. On voyait. Donc voilà, comme Alex, donc, moi, j'étais pas passé encore à ce stade du grand banditisme que je dirais, où voilà, on faisait beaucoup de choses illicites ou dangereuses. C'est clair qu'on a vendu des choses, etc. et tout ça, mais moi, j'étais plus le personnage qui, voilà, tu te poses à la cité, et quand tu vois la police arriver, ben voilà, tu préviens, voilà. Parce que moi, ma période d'adolescence, c'est vraiment cette période où, voilà, t'es jeune, un jeune, on le met là au quartier, tu t'assois et puis tu préviens les grands. Donc voilà, de la violence aussi. Parce que quand on est jeune, on veut tellement plaire aux autres et se faire une réputation que, comme je disais tout à l'heure, on fait des choses qu'on n'a pas envie de faire. Et on fait des choses même qu'on ne comprend pas. Ou on descend dans d'autres cités pour aller se battre. Et on demande pourquoi tu fais ça. Mais c'est Villeneuve quand même. On vient de Villeneuve, on veut défendre notre cité. Comme si on avait des biens, comme si on avait quelque chose à défendre, mais on ne le comprend pas tout de suite. Donc voilà, donc ça a été de la violence dans la cité, ça a été traîner avec des gens qu'il ne fallait pas, et puis voilà, avant que Dieu passe par là. Ouais. Et aussi, ce qui me frappe dans vos deux histoires aussi, c'est que c'est l'absence d'un père. C'est l'absence d'un père, donc qu'est-ce que vous pourrez dire par rapport à ça ? Qu'est-ce que ça a causé en fait chez vous ? Moi, ce que je pourrais dire par rapport à l'absence d'un père dans ma vie, c'était... En fait, il y a un vide. Il y a un vide. Et dans le quartier, le grand qui va arriver, qui va te parler, ne serait-ce que « Ah, toi, t'es un bon petit. Toi, je t'aime bien. » En fait, ces paroles affectueuses, toi, tu le prends comme si tu... Waouh ! Et donc, au début, il va commencer à être tout gentil. Après, ça va être... mais toi là, s'il y a la police qui arrive, préviens-moi. Mais toi, tu te dis, attends, lui, il m'a dit des mots gentils, donc c'est comme mon papa, tu vois, donc je dois le défendre. Et après, c'est des petits trucs comme ça, mais moi, honnêtement, ça m'a détruit. J'en pleurais. En bas, je faisais le caïd. Je montrais à tout le monde que oui, dès qu'il y avait quelque chose, j'étais présent. Oh, une descente, on y va. On y va. Mais quand je rentrais à la maison, le vide, en fait, ça me faisait pleurer. Je me disais, mais attends, pourquoi un tel, quand son père lui demande de monter, il monte. Quand je vois la relation avec son père, tu sens qu'il y a un échange. Et pourquoi moi, j'ai pas ça ? Et donc, je le montrais pas aux autres, mais quand je rentrais, sur le lit, je pleurais, je me posais des questions. Mais pourquoi moi ? Et l'absence d'un papa dans la vie d'un jeune homme, c'est très, 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 très dramatique. Mais quand tu arrives à te reprendre après avec la suite avec Jésus, c'est extraordinaire. Mais c'est compliqué. Hein. C'est très, très compliqué. Mais du coup, l'absence du père à la maison, je dirais que je l'ai remarqué, pas directement. Parce que là, aujourd'hui, je pourrais même pas vous dire la dernière fois que... Si je me rappelle avoir vu ma mère et mon père ensemble. Pour moi, ça a toujours été normal, en fait, de vivre qu'avec ma mère. Et c'est quand j'ai grandi que j'ai compris que, ok, en fait, ça a causé beaucoup de dégâts. Et des dégâts qui sont... ça a causé beaucoup de dommages qui sont très difficiles à rattraper, tout seul, en tout cas. Après, on essaye toujours de rattraper les pots cassés, mais quelquefois, on ne sait pas comment faire. Et je pense que
c'est pour ça, quelquefois, dans ma jeunesse, j'ai voulu montrer cet acte de violence envers les autres pour montrer que, voilà, je suis quelqu'un de responsable qu'on doit respecter, etc. Et ça, juste parce qu'en fait, je n'ai pas eu d'image paternelle. Et le fait que, lorsque j'ai grandi et que j'ai remarqué tous les dégâts que ça a créé, parce que un jeune homme qui n'a pas de père à la maison, parce que tout à l'heure, je disais que c'était mon frère qui a pris ce rôle-là, mais mon frère, ça reste mon grand frère, en tous les cas. Ça ne pourra jamais être mon père. Mais le fait de ne pas avoir de père à la maison, c'est manque de droiture, manque de justice, t'as pas d'image, une image qui te dit, voilà, ça, tu ne le fais pas. Ça, ok, je vais te montrer. Ça, voilà. Et en fait, tu apprends les choses comme soit comme tu l'as vu ou comme tu as envie de le faire. Et c'est ce que ça a créé chez moi. Beaucoup je dirais un manque de droiture, surtout. Un manque de droiture. Je rajoute un truc. En fait, là, ce que Michel dit, en fait, il y a un manque de crainte. C'est qu'en fait, tu n'as pas de frein. Or que quand il y a un papa à la maison, tu te dis, si je fais ça et que je rentre, ça va chauffer pour moi. Oui. Donc moi, j'avais pas de frein. Oui. Ça fait toutes sortes de bêtises que je pouvais faire, je le faisais. Donc il n'y avait pas de crainte, il n'y avait pas de droiture dans la maison, en fait, qui disait, où est-ce que tu étais? Il est 22h, tu étais où? J'avais pas ça, moi. Donc du coup, j'étais, free. Ouais, c'est ça, vous livrez à toi-même. Ça, clairement. Mais malgré que vous n'aviez pas de papa, vous aviez une maman à la maison. Parce qu'il y a une chose que tu as dit la dernière fois, Michel, tu as dit, je sais plus, on parlait de quoi, et tu disais, mais moi j'ai eu une bonne éducation. Ma mère m'a donné une bonne éducation. Donc c'est pas forcément à cause de l'éducation que les enfants traînent, que les enfants font n'importe quoi. Mais alors c'est à cause de quoi? Parce que tu as une éducation à la maison. Peut-être que tu n'as pas le père, mais ta mère était là quand même à jouer un rôle. Mais pourquoi est-ce que quand même vous vous êtes retrouvés à faire ce genre de choses? Mais pour répondre à ta question, une mère ne pourra jamais remplacer un père à la maison. C'est impossible. Ma mère m'a éduqué. En fait, ma mère m'a tellement bien éduqué, je dirais, que c'était dans l'excès. C'était dans l'excès. Mais elle pourra... En fait, le fait que ça soit une mère, elle a le rôle de la mère. Elle ne pourra jamais remplacer le rôle du père. Et mon frère, c'est un homme. Mais il n'aurait jamais pu prendre la place de mon père. Ouais. Et en fait, le fait d'avoir, comme Alex disait, un père à la maison, ça te montre, en fait, ça te donne des limites. Ça te donne des limites que tu sais que tu ne peux pas franchir. Une mère, ça te donne des limites, mais tu sais que tu peux les franchir. Je sais pas, c'est bizarre. Oui. Je sais pas comment je pourrais expliquer ça, mais c'est bizarre. Et il y a une anecdote que je voulais raconter par rapport à ça. C'est donc en fait ma mère, elle travaillait chez une personne âgée. Donc elle travaillait chez une personne âgée. Du coup, elle n'était pas à la maison. Et ça, j'avais peut-être 9-10 ans. Et du coup, c'est moi et mon grand frère qu'on était à la maison tous les deux. Okay. Et moi, ma mère, elle rentrait juste quelques week-ends parce qu'elle travaillait là-bas, à domicile. Et du coup, un jour, c'était un mercredi, mon frère il était parti à l'école. Et moi, j'étais resté à la maison parce que j'étais en primaire, j'avais pas d'école le mercredi. Et je suis parti jouer avec les robinets. Etc. et tout ça. Et ils avaient coupé l'eau. Il y avait une coupure d'eau dans tout le bâtiment. Et moi, j'ai oublié, en fait. Donc, je suis parti jouer au robinet, je suis parti regarder les dessins animés. Et au bout d'un moment, je me lève et je vois que la maison est inondée d'eau. J'avais 8 ans. Inondée d'eau, de l'eau partout. Donc là, il y a de l'eau partout, je suis en panique, je ne sais pas quoi faire. Et comme de par hasard, je ne sais pas comment ça arrivé, les pompiers, ils arrivent. Ils toquent à la porte. Peut-être c'est les voisins qu'ils ont dû appeler, parce que ça avait coulé dans les escaliers. Et on me demande, il est où votre père? Et je dis, il est à l'école. Sérieux? Il est à l'école. Là, ils m'ont pas compris. Mais en fait, dans ma tête, mon frère, il avait tellement pris le rôle du père. Ah ouais. Il avait tellement pris le rôle du père que pour moi, en fait, voilà. Et c'est ça, en fait. Et je me disais, quand il va revenir, mon grand frère, oh là là, qu'est-ce qu'il va, il va me frapper, tout ça. Et en fait, c'est ça, en fait, que je disais. Il nous met
Le père est là pour mettre des limites. Ouais. Bon, là, c'est le rôle de mon. Je prends l'exemple de mon grand frère. Mais en fait, le père, il est là pour mettre des limites. Et je n'ai même pas pensé à ma mère. Hein. J'ai pensé directement à le grand frère. Ouais. Moi, j'ai pas eu de maman, c'était plutôt une belle-mère qui était à la maison. Donc, en fait, à la maison, on a un visage. C'est quand tu as grandi sans père, tu arrives à faire des... En tout cas, j'arrivais à faire ce rôle-là de... Je suis à la maison, l'enfant calme, sage. Ah, tu veux faire ça? Oui, je fais ça. Parce que c'est une femme. Alors que le père, lui, il voit plus loin. En fait, il sait. Il sait. Dehors, il marche, il voit les choses, il observe, il sait. Donc, du coup, il peut te contrarier par rapport à ce que tu essaies de faire. Ouais. Une mère, tu vas lui dire, oui, maman, je dois descendre, j'ai un ami à voir et tout. Et c'est vite fait, tu vois, tu descends et à partir de ce moment-là, c'est bon, c'est réglé, tu vois. Mais moi, j'ai pas vraiment grandi avec ma mère, donc c'était plutôt une belle-mère. Et c'était facile, c'était très facile. Okay. Mais voilà. Mais elle, quand même, je la remercie quand même d'avoir joué le rôle de maman. Merci beaucoup. Ok, maintenant, comment est-ce que vous êtes arrivé à l'église ? Parce que vous avez eu toute cette adolescence, vous arrivez, vous êtes fracassé. Comment est-ce que vous êtes arrivé à l'église ? En tout cas, moi, pour ma part, comment je suis arrivé à l'église, et je m'en souviens très très bien. Parce qu'en fait, moi, je faisais beaucoup de sport. Et en fait c'est un conflit qui m'a fait arriver en fait à l'église. Comme si Dieu disait que si lui, on ne crée pas une embuscade, il ne viendra jamais. Oui. En fait, moi, j'allais au sport. Et quand j'allais au sport, je voyais tous mes amis qui étaient là. En fait, je crois qu'il y avait un problème. En fait, il y avait plein de policiers dans le quartier. Et ils sont arrivés. Et moi, un peu en chef de bande, je suis sorti. « Alex, fais attention, vas-y !» J'avançais. Et en fait, il y a un policier qui était passé. Et en fait, celui-là, je l'aimais pas. En fait, à chaque fois qu'il me voyait, soit il me contrôlait, soit il y avait un peu de défiance entre lui et moi, tu vois, comme s'il savait que... Voilà. Et donc, j'avais joué ce jour-là, et je m'en souviens parce que je m'étais battu avec lui. En fait, je m'étais battu avec lui. Je me suis battu avec un policier. En fait, non, et donc, il faut que tu nous racontes ça. Ah là 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 là. En fait, c'est pour faire le malin. Donc, je sors, non, Alex, fais attention. Et donc, je traverse le quartier, et lui, il arrive. Donc, il me pousse. Et moi... Tu vas pas me pousser devant tout le quartier quand même. Donc là, non, tu me touches pas, enlève tes mains et tout. Tout ce qu'on voit dans les reportages, voilà, c'était moi. C'était moi. Ne cherchez plus, c'est moi. Donc, du coup, je le pousse et il revient. Et je sais pas s'ils ont trouvé le flashball. Donc, avec le flashball, il prend un peu de recul et il tire. Mais j'étais bien costaud. Là, vous me voyez un peu costaud, mais j'étais bien costaud. Et en fait, le flashball, il me fait rien. Non. Et là, j'ai tout le monde. Et les gars, ça fait rien. Donc là, mon cerveau, je crois que ça y est, il s'est retourné. Et donc, du coup, j'avance vers lui. Et là, il y a un peu un échauffouré. Et toute la police arrive. Et là, lui, il me pointe du doigt. C'est lui. Et donc, moi, je cours dans tout le quartier. Et dans tout le quartier, ils n'en veulent que à moi. Ils sont près de moi. Je monte dans la voiture des plus anciens. Et là, ils s'arrêtent devant, comme dans les films. Descends, police, tu sors. Ils me mettent au sol. Et là, j'arrive pendant 3 jours, donc garde à vue. Et j'arrive à Bobigny. Donc, j'ai un compagnon de cellule qui était là. Et là, c'est là, quand t'es en garde à vue, là tu reprends ton esprit. Et là, tu réfléchis, tu te dis, ah ouais. Il me demande, mais t'es là pourquoi? Le compagnon de cellule. Donc lui, il dit, je dis, oui, non, mais je me suis battu avec un policier. Il me dit, oh. Donc quand il m'a fait, oh, dans son regard, je me suis dit, ça y est, c'est fini pour moi. Et là, donc, comme Paul, mais différemment, j'ai pas chanté. Là, j'ai dit, Seigneur, si tu me sors de là, j'arrête toutes mes bêtises. J'arrête toutes les bêtises. Et bizarrement, lorsque j'arrive avec mon avocat, en fait, la comparaison, il disait qu'en fait, il ne me reconnaissait pas parce qu'en fait, comme il y avait plein de jeunes noirs africains, donc il disait que je ne l'ai pas reconnu. Donc j'étais en face de lui, donc il savait que c'était moi. Mais je me suis sorti miraculeusement, comme ça, je suis sorti de là. Et là, quand je sortais de là, je rentrais à la maison et j'avais mon frère qui était à la maison, donc lui, il était déjà à l'église. Donc c'est moi qui en parle, j'étais déjà à l'église. Et lui, il écoutait beaucoup la prédication du pasteur. Oui. Toi, suis-moi. Quand tu fais les cours de fondement, tu demandes l'acheter, ça. Donc, moi, et donc à l'église, enfin, pas dans le quartier, je m'étais converti à l'islam. Donc, à la maison, il y avait des débats. Oh, arrête ça, ton pasteur et tout, elle est prête. Donc, il y avait plein de débats à la maison. Mais à force qu'il écoutait la prédication, toi, suis-moi,
Ça créait quelque chose chez moi. Oui. Ça créait. Donc, tous les soirs, dès que j'entends dans la chambre, éteins ton truc. Donc, il éteignait et lui faisait exprès. Il mettait ça. Lui, il a déjà écouté plusieurs fois, mais il faisait exprès. Et donc, il mettait. Et donc, ça créait quelque chose chez moi et ça créait comme si la voix du pasteur, comme si je le connaissais. Donc, c'était une familière pour moi. Et donc, là, un soir, je rentre, je lui dis rien. Je me couche et lui, il arrête. Et quand il arrête, je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Laisse le truc. Et là, il m'a dit, là, j'ai su qu'il y a quelque chose qui avait commencé à arriver. Wow. Et j'écoutais le pasteur. Donc, mes repères ont changé. En fait, le pasteur était devenu comme un papa pour moi. Donc, c'est les mots chaque parole. Donc, CD numéro 1. Donc, je changeais, je mettais CD numéro 2. CD numéro 3. Il y avait 4 CD. J'avais 1 heure, je les écoutais. Wow. Et ça a bouleversé ma vie. Donc, la simple prière que je faisais dans la cellule, Seigneur, si tu me sors de là. Parce que là, mon collègue, il me disait quoi? Enfin, mon collègue, le gars qui était là, je ne sais même pas ce qu'il est devenu. Il me disait que c'est sûr que tu allais en prison. Parce que tu ne touches pas, en fait, à un force de l'ordre. Tu ne le touches pas. Et si tu l'as touché, c'est sûr que tu vas en prison. Donc, quand il m'a dit ça, dans mon courage, j'étais là et j'ai fait ma prière. Et de ma prière, ça m'a ramené prédication du pasteur. Et de la prédication du pasteur, je suis arrivé à l'église. Je racontais la suite. Là, je vais essayer de parler un peu. La route vers Damas. Vous connaissez la route vers Damas? C'est ça. Dieu t'a ébloui. Et puis même, ça me fait penser à un verset qui dit que l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Quand on est sincère avec Dieu, Dieu répond. Peu importe où on se trouve, peu importe notre vécu, peu importe ce qu'on est en train de faire, à partir du moment qu'on est sincère, Dieu va répondre à la prière. Et là, waouh, incroyable. Donc, Tu peux me poser la question, s'il te plaît? Comment est-ce que tu es arrivé à l'église? Alors, comment est-ce que je suis arrivé à l'église? On va se remettre dans le contexte. Du coup, moi, ma famille, on est une famille chrétienne, de base. Okay. Donc, ma mère allait à l'église dans une église haïtienne et mon père dans une autre église haïtienne. Et quelquefois, les week-ends, j'allais avec mon père. Très souvent. Et donc, du coup, moi et mon frère, on allait avec mon père à l'église. Ma mère allait dans son église toute seule. Et donc, voilà, des mois, des années, etc. Et tout ça. Et au bout d'un moment, Nelson, il a arrêté de venir à l'église avec nous. Il a arrêté de venir à l'église avec nous. Et, parce que lui-même était tombé dans la cité, etc. Et tout ça. Et donc, moi, je continuais avec mon père. Et un jour, c'était un vendredi soir, je me rappellerai toute ma vie. Un vendredi soir, Nelson, il faisait aussi beaucoup de bêtises. Je vais l'inviter. Nelson, tu as l'invitation. Et un jour, c'était un vendredi soir. Et ma mère, elle en avait marre de Nelson parce qu'il rentrait tout le temps tard, etc. Et ça, beaucoup de bêtises, etc. Et tout ça. Et un vendredi soir, Nelson, ma mère, elle le cherche partout. Et il vient, je crois qu'il rentre, il était sur les coups de 22h, 23h par là. Il ouvre la porte et ma mère, elle lui dit, mais t'étais où? Et il dit, j'étais à l'église. Quand il a dit ça, moi-même, j'ai rigolé. Je dis, mais il n'aurait pas pu trouver un autre mensonge. Il dit, un bandit comme lui à l'église. Et réellement, il était vraiment à l'église. Parce que c'était un vendredi soir, donc une de prière, etc. et tout ça. Et c'est à partir de là, en fait, que sa vie, elle a totalement changé. Mais voilà. Et à partir de là, en fait, ça a créé une petite cassure entre lui et moi. Parce que moi, j'étais dans mon délire de la rue, la cité, etc. Et lui, était dans le délire de l'église. Ça veut dire qu'on se comprenait plus trop. Et donc, je continuais avec mon père, etc. Mais je faisais quand même mes bêtises et tout ça. Et un jour, j'ai fait une très grosse bêtise. En fait, je suis parti hors Île-de-France. J'étais dans le sud. Et mon frère, il m'appelle. Il me dit, t'es où? Je lui dis, ben, je suis chez papa. Je suis chez papa. Il me dit, ah, mais c'est bizarre. J'ai appelé papa, il m'a dit que t'étais pas là. Quand il m'a dit ça, là, j'ai commencé à paniquer. Et donc, j'ai dit, il fallait que je trouve un autre mensonge rapidement. Oui. Et donc, je lui dis, ouais, je suis chez tonton Intel, etc. Mais avant que je lui dise ça, j'avais appelé mon oncle pour qu'il. Voilà. Alors, la combine, on est ensemble, tu vois. Il me dit, arrête de mentir. Il m'a dit, là, je veux que tu arrives là dans l'heure. Mais c'est impossible. Je suis dans le sud. Mais oui, tu peux c'est impossible. Comment tu vas faire ça? Donc, le lendemain, j'arrive. Et etc. et tout ça. Donc, je rentre à la maison. Ma mère n'était pas là. Et une faute que j'ai faite, j'aurais dû rentrer après que ma mère rentre à la maison. Je suis arrivé, etc. Et
quand je suis arrivé, il était en train de prier dans la salle de bain. Donc, je lui ai dit, Seigneur, merci, parce que tu me fais grâce. Il est en train de prier, ça veut dire son cœur, il sera apaisé. Donc, il sort de la salle de bain. Quand il finit, il me dit, va t'asseoir dans la chambre. Donc, je m'assois dans la chambre, etc. Moi, je pensais qu'on allait discuter. Et là... L'esprit de Samson, donc là, c'était un moment de ma vie que je n'oublierai jamais. Parce que ce jour-là, mon frère, il m'a frappé. Non, il m'a frappé. Il m'a frappé comme jamais. Wow. J'avais l'impression de ne plus être son frère. Il me dit, t'étais où, etc. Je dis, mais j'étais chez tonton. Et au bout d'un moment, là, je pouvais plus mentir. Ouais. J'ai commencé à lui dire la vérité, etc. Et ce jour-là, il m'avait tellement frappé que le blanc de mon œil, il était devenu tout rouge. Il y avait du sang. Ah ouais. Mon visage était tout gonflé. Et ma mère, elle rentre juste après. Elle me voit comme ça. Elle me dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et je lui dis, je suis tombé. Toujours dans mes mensonges. Je suis tombé, etc. Et après, bon, on lui a dit la vérité, etc. et tout ça. Et à partir de ce jour-là, mon frère m'a dit, je veux te voir tous les vendredis, tous les samedis, tous les dimanches à l'église. Mais moi, je pensais que... Mais moi, je pensais que l'église, c'était un endroit où tu vas où si tu veux. C'est devenu une obligation. J'ai dit, bon, j'ai commencé à aller par menace. Mais quelques temps après, je devais avoir 18 ans. Donc moi, dans ma tête, j'avais déjà fait plein de plans que dès que j'ai mis 18 ans, ça y est, vous n'allez plus me revoir. Et entre-temps, Dieu a complètement touché ma vie, etc. et tout ça. Et c'est comme ça que je suis arrivé à l'église. Forcé, mais aujourd'hui heureux. En tout cas, vous deux. Mes frères. Non, mais c'est incroyable. Entre l'un qui se bat avec la police et puis l'autre qui va au sud, qui se fait frapper par son frère. C'est quand même incroyable. Mais quand Dieu nous veut, c'est clair. Quand Dieu nous veut, quand Dieu nous a choisis, quand Dieu nous a appelés, mais il y a un psaume comme ça où David dit que je sois en haut de la montagne, que je sois au fin fond de la mer. Mais Seigneur, tu vas me trouver. C'est ça. Et c'est ça, en fait. On ne peut pas fuir Dieu. On ne peut pas fuir l'appel de Dieu. On ne peut pas fuir la vocation de Dieu. Et c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et maintenant, je voudrais qu'on parle d'une très bonne partie, maintenant, de votre vie. Puisque de la cité, des bagarres, de la drogue, de la violence et d'une enfance sans père qui vous a complètement déstabilisé, aujourd'hui, vous êtes père. C'est ça. Aujourd'hui, vous êtes des papas. Exactement. Exactement. Et je voudrais qu'on parle de cette belle œuvre que vous êtes en train de faire avec vos épouses et du rôle que vous êtes en train de tenir, que vous n'avez pas forcément vu à la maison. Et comment est-ce que vous êtes en train de faire face à ce gros challenge? Moi, pour ma part, comme tu dis, c'est vraiment le mot que j'aurais employé. C'était vraiment un challenge. Et avant que je sois marié, etc., je me disais, mais un jour, je le serai. Et est-ce que je vais réussir? Est-ce que je serai un bon père? Est-ce que je serai un bon mari? Parce qu'en fait, c'est des choses que moi, j'ai pas vues à la maison. J'ai pas vu de mari à la maison. J'ai pas vu de père qui rentrait à la maison tous les soirs. Et du coup, pour moi, c'était quelque chose vraiment où je me disais, j'espère qu'il n'y aura pas de pot cassé. Parce que je ne sais pas comment faire. Mais par la grâce de Dieu, Dieu fait qu'on s'entoure de bonnes personnes. Des personnes qui sont allées plus loin que nous, des personnes qui ont joué ce rôle. Et quand je me suis marié, je me suis dit, ok, j'ai pas eu de père à la maison, mais c'est pas une fatalité. Oui. C'est pas une fatalité. Tu vas réussir. Donc, j'avais pas de père à la maison, mais j'avais un pasteur Pedro. Oui. J'avais un pasteur Pedro qui parle aux hommes, qui nous exhorte, qui nous dit c'est quoi un vrai homme, qu'est-ce qu'il faut faire pour être un vrai homme. Par-dessus ça, j'ai eu mon beau-père qui est l'un de mes meilleurs exemples, parce que là ça fait des années qu'ils sont mariés, ça fait, et voilà, en fait, aujourd'hui, je suis un père heureux, je suis un mari aussi heureux, et
Je rends grâce à Dieu pour l'église, mon église. Je rends grâce à Dieu pour mon homme de Dieu. Je rends grâce à Dieu aussi pour les personnes qui m'ont fait grandir et pour les exemples en fait qui sont autour de nous. Et là aujourd'hui, je suis très heureux. Je suis très heureux. Oui. C'est vrai. je te vois. Hein. Tu es mon exemple aussi. Hein. Tu es mon exemple. Non, mais c'était un challenge. Challenge, parce que justement, comme Michel disait, c'est qu'on se pose tellement de questions et on se dit, est-ce qu'on sera à la hauteur? Il y a ce que le pasteur nous enseigne. On le prend. Parce que moi, je ne sais pas comment les voisins ils le prennent, mais moi, quand je le prends, je le note, il faut que je le mette en pratique dans la semaine. C'est parce que je me dis que moi, j'ai pas eu ça. J'ai pas eu un papa à la maison, j'ai pas eu quelqu'un qui me donnait l'exemple ou autre, tu vois. Donc, ce que moi, je faisais, je me forçais d'être le meilleur mari que je puisse être, en fait. C'est que j'essayais de lui donner de l'amour, j'essayais de lui donner, des fois, même ce que même j'aimais même pas, que je ne comprenais pas, j'essaye. Et moi, je sais que les 3 premières années, c'était mitigé. C'était vraiment, vraiment mitigé parce qu'il y avait beaucoup de cassures. Il y avait beaucoup de cassures et dans le mariage, et je peux le dire, moi, dans le mariage, j'ai fait quand même, j'ai montré toutes les couleurs à mon épouse parce que je ne savais pas parler avec ma femme. En fait, m'asseoir, dialoguer, lui dire que oui, j'ai ça. J'avais pris l'habitude dans la chambre où voilà, j'ai mal, je pleure, je suis cela. Donc, quand je me marie, j'ai l'habitude de dire, ok, d'accord, je dis rien et je le garde pour moi. Donc, moi, en tout cas, les 3 premières années, c'était compliqué. C'était vraiment, vraiment compliqué parce que tout mon vécu m'a rejoint dans le mariage. Et ce qui me faisait me débattre, c'est l'enseignement du pasteur. C'est ça qui... En fait, c'était comment on appelle ça? La buée, non pas la buée, la bouée. C'est ça? Oui, la bouée de secours. La bouée de secours. Tu vois, en fait, quand tu te noies et tu le rattrapes. Oui. Et moi, chaque dimanche, chaque vendredi, les GF ou autres, en fait, c'est ce qui me tenait la tête hors de l'eau, en fait. Et par la suite, même mon mariage a pris un coup. Je ne sais pas si j'accélère ou pas, mais en tout cas, mon mariage a pris un coup parce que je ne savais pas. Je ne savais pas. Et l'absence de mon père à la maison a joué dans mon mariage, a vraiment joué et ça a cassé clairement, ça a cassé et c'était des années où je demandais mais pourquoi ça m'arrive et je savais pourquoi ça m'arrivait mais tu veux quand même poser la question au Seigneur mais pourquoi moi pourquoi j'arrive pas et ça te ramène toujours dans ton passé tu vois et là tu culpabilises que regarde il y a ça il y a ceci il y a cela t'as pas eu de père t'as pas eu de repère t'as pas eu d'éducation et malgré ça voilà il y a toujours la parole qui revient qui te dit tu vas y arriver t'es plus que vainqueur ne t'inquiète pas je suis avec toi voilà, et c'est la parole vraiment moi qui m'a vraiment aidé et après j'ai su retourner la chose et aujourd'hui j'ai des enfants, quand je les regarde, je suis fier. Je suis fier, je dis, moi, j'ai fait ça, moi, ça. Et des fois, ma fille, elle fait des choses incroyables. Et j'ai 2 garçons maintenant. Et là, c'est autre chose. C'est autre chose. Et je leur donne tout ce que j'ai pas eu, je leur donne foi. Des voyages, et ils veulent un truc, je leur donne. Mais sans pour autant que ça dépasse les bornes. Non, je tiens à mettre justement les limites que j'ai pas eues. Je leur mets et on a une superbe complicité. Tu vois, donc ça joue. Et je suis très, 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 très heureux de la famille que j'ai aujourd'hui. Et c'est incroyable. Dieu est bon. Hein. Dieu est bon. Quelqu'un comme moi, avoir une famille comme ça, c'est incroyable. Oui. Et ce qui est bien aussi, c'est que Michel, c'est mon beau-frère. Donc, j'ai cette proximité. Et donc, je sais et je vois, en fait, l'épanouissement de leur famille. Je vois ça. Je vois ce qu'ils sont en train de créer, comment est-ce qu'il éduque ses enfants. Et je me dis, vois ce que le Seigneur a fait. Et vois ce que Dieu est en train de faire. Parce que c'est un processus. C'est qu'il nous emmène à la perfection. L'œuvre que Dieu a commencée, il l'emmène à la perfection. Donc, c'est pas encore fini. On est dans la trentaine, c'est pas encore fini. Mais c'est déjà très beau ce que Dieu a fait durant ces 15 années et plus, voire plus. Et même par rapport à Alex,
parce que la cassure, on l'a tous vu et on était là. Mais Dieu est un réparateur. Yes. Il répare les brèches. Yes. Il répare les brèches. Et surtout, quand il répare les brèches, il y a un verset qui dit « La gloire de la deuxième maison sera plus grande que la Yes. gloire de la première maison. » Et je vous assure que son mariage est waouh. Quand je vois Alex, quand je vois sa femme, quand je vois ses enfants, je dis « Waouh ». Rien n'est perdu, en fait. clair. Rien n'est perdu. Et ça m'émeut. Ça m'émeut parce que vraiment, en fait, il faut que vous vous disiez ça, que rien n'est perdu. Ma vie n'est pas perdue. C'est pas parce que je passe par cette saison que ça veut dire que c'est fini. Et c'est pas fini, en fait, tant que ce n'est pas fini. Et je voulais finir avec ça parce qu'il y a une fois où je me rappelle quand Mitchell a eu 30 ans, il nous a dit un truc. Je sais pas, cette journée, il était... Franchement, dans cette journée, il était un peu bizarre, dans un sens où tu étais content, mais on dirait qu'il y avait un petit truc. Et je me rappelle qu'il m'a dit, à un moment donné, il s'est posé, il a dit, je me rappelle, tu avais un t-shirt noir, je crois, si je me souviens bien. Et tu as dit, j'aurais jamais pensé que j'arriverais jusqu'à 30 ans. Et cette phrase, elle m'a frappée. Je dis, quoi ? Mais comment tu peux te dire que tu serais mort à 25 ou 26 ? Et tu ne serais pas arrivé jusqu'à 30 ans. Mais c'est peut-être à cause de son vécu, de ce qui s'est passé avant. Mais Dieu t'a donné 30 et plus. Exactement. Et, wow. C'est vrai que par rapport à tout ce contexte-là de la cité, etc. et tout ça, en fait, ça nous met des choses dans la tête qui nous dit qu'en fait, à tout moment, c'est fini. Et je vous assure que moi, je me suis toujours dit, dans mon enfance, etc., que j'allais pas arriver à l'âge de 30 ans. 30 ans, c'était vraiment la limite maximum. Parce que, voilà, comme Sarah a dit, c'est à cause du vécu, à cause parce que, voilà, bon, là, on n'a pas eu le temps de bien rentrer en profondeur, mais il y a beaucoup de choses que j'ai vues de mes yeux, que même Alex a vécu, etc., et tout ça, qui sont choquants et traumatisant. Un jour, j'étais dans un hall et j'ai vu on a attrapé un policier et on lui a mis du gaz lacrymogène dans la gorge. Et à cette époque-là, j'avais 16 ans. Donc, me dire, moi, vivre à plus de 30 ans, on s'attaque à des policiers quand même. Donc, en fait, là, il n'y a plus de crainte, il n'y a plus de peur. C'est-à-dire, à tout moment, en fait, on fait des trucs, des fois même, on part dans des cités, on ne sait même pas ce que l'autre il a. C'est ça. Là, je me suis dit, et quand j'ai eu mes 30 ans, j'ai dit waouh. Et je suis désolé encore appuyer, mais là, la dernière fois, je suis parti chez ma mère, parce qu'elle habite à Villeneuve-la-Garenne, et ma femme m'avait envoyé à faire des courses. Et là, j'ai rencontré 2 amis à moi, mais à l'ancienne. Et je les avais même pas reconnus, tellement ça fait longtemps. Ils m'ont dit, Witchell. Je dis, waouh. On m'a dit, Witch. Oh, et t'as le même sourire qu'avant, etc. et tout ça. Mais par contre, eux, ils étaient, même physiquement, ils étaient tellement, les lèvres toutes noires, les yeux démolis. Et je dis, mais Seigneur, merci parce que tu m'as sorti de là. Et tu étais fidèle. Et c'est pour ça que lorsque j'ai vu ces photos, etc. et tout ça, et maintenant, aujourd'hui, avec bientôt 3 enfants, je dis, oh, merci Seigneur. C'est fort. C'est vraiment fort. C'est vraiment beau et je vous avais dit que c'était des témoignages poignants, des témoignages grandioses et vraiment on voit la main de Dieu dans vos vies. Parce que que ça soit à Sevran ou à Villeneuve, le nombre d'immeubles, le nombre d'appartements, le nombre de personnes qu'il y a dans ces maisons-là, c'est vous que Dieu a choisi. Yes. Et rien que ça, on peut dire merci Seigneur. Parce que tu m'as choisi. En fait, j'aurais pu être l'un d'eux. J'aurais pu être en prison ou, je sais pas, dans un cartel. Ou dans, je sais pas si en disant ici, mais dans un... Voilà, vous aurez pu être dans 1000 lieux ailleurs. Mais Dieu vous a choisi pour être là, pour être des maris, pour être des parents, des papas, pour être des exemples pour les jeunes, pour les ados. Et Dieu vous a... Voilà, il vous a délivré, il vous a changé, il vous a transformé. Les carences qu'il y avait dans vos vies, il les a remplacées.
Et c'est beau, c'est très beau. Et c'est une belle œuvre qui n'a pas encore fini. Oui. Est-ce que vous aurez un petit mot ou deux petits mots à dire à nos ados et à nos jeunes qui sont en train de nous suivre? On arrive comme on est. Mm. Et ce n'est pas une finalité. C'est-à-dire on ne doit pas avoir honte de notre témoignage. Oui. Si Dieu nous a appelés comme ça, c'est qu'il y a une suite. Et s'il y a une suite, il faut faire confiance à Dieu. Et aux différentes personnes qui sont là. Parce que des fois, on met des préjugés. Ah, lui, il me parle comme ça, il croit que... Non, nous, on n'invente pas une vie ou autre. Non, c'est notre vie. On a vécu comme ça. Donc, si tu arrives comme ça, rapproche-toi. N'aie pas peur ou c'est cela. Non, rapproche-toi, viens, demande de l'aide. Et de l'aide dans l'église, on est beaucoup. Et on peut t'en donner. Et de l'amour, on en a à en donner. Donc, tu viens comme tu es, et nous, on sait quoi faire. Parce que nous aussi, on est venus comme on était. Oui. Et Dieu nous a... D'abord, il nous a bien cassés, mais il a réparé. Et aujourd'hui, peut-être que tu nous croises ou peut-être que tu nous as jamais vus ou autre, mais rapproche. Un petit message à Liliane, elle saura quoi faire. Mais en tout cas, de l'amour, on en a. On peut en donner à tout le monde. Et tu es le bienvenu. Pour appuyer ce que Alex il disait, comme il disait, hein, on arrive comme personne ne choisit comment il va vivre son enfance. Voilà. Mais après, tu as le choix de changer la trajectoire du point d'arrivée. Mais une chose qu'il faut faire, c'est faire confiance à Dieu. Confiance à Dieu en toutes choses. Si on fait confiance à Dieu, Dieu nous mettra les bonnes personnes autour de nous pour que cette trajectoire suive son chemin. Et moi, du jeune homme qui s'asseyait à l'époque de Saint-Denis dans la salle annexe au fond, si on voulait me trouver, c'était dans la salle annexe au fond, qui faisait confiance à personne, parce que voilà, il vient d'un endroit où on ne fait pas confiance, etc. et tout ça, à une personne qu'on expose, qui raconte son témoignage aujourd'hui, qui va avoir 3 enfants, qui est heureux, etc. et tout ça, c'est juste l'équation faire confiance à Dieu, tout simplement. Et je pense que Dieu nous a placés dans une grande église, pour les personnes qui viennent de notre église, où il y a beaucoup de gens qui vont vous apporter des choses. Mais maintenant, c'est à nous de faire le pas. Parce que on peut avoir même les meilleurs conseils du meilleur homme de Dieu, etc., mais ne pas changer. Il faut avoir la volonté de Dieu, la volonté de changer et le vouloir. Si on a le vouloir de changer, tout se passera très bien. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir si vous le voulez. Hein. On ne mange pas l'être humain, pas encore en tout cas. Et puis voilà. En tout cas, ça a été un honneur pour nous d'être là aujourd'hui. Yes. Raconter notre témoignage. Chose que, pour ma part, je suis très rarement. Ouais, mais c'était très bon de vous avoir sur le plateau. Merci beaucoup d'être venu. Et surtout pour le grand comeback. C'était bon. C'était bon, donc merci beaucoup. Oh, merci de nous avoir suivis. C'était bon d'être ensemble et de revenir. Donc, on se retrouve pour le prochain épisode. À très vite. Bonne journée, bye bye.